Grande douce, la guerre sainte. L'attente. En ce milieu du mois d'août, la guerre traîne à Gigery. Quelques rares escarmouches ne suffisent plus à maintenir le moral des troupes françaises. Le climat se détériore. On s'ennuie à bord des bâtiments de l'escadre. Les marins inactifs se sentent inutiles. On s'ennuie aussi à terre. En dehors de rares sorties et d'interminables veilles, les soldats n'ont guère d'occupation dans l'espace restreint du camp retranché. Les journées sont longues. La lourde chaleur de ce mois d'août est mal supportée par les Français, dont l'habillement et les équipements sont inadaptés au climat. Aucun ravitaillement n'est encore parvenu de France. La nourriture est rationnée et particulièrement mauvaise. La viande est avariée. L'eau difficilement buvable, les soldats se rabattent sur la piquette, qui n'a plus de vin que le nom, mais qui, la chaleur aidant, permet toutefois d'atteindre un doux état d'euphorie. Les officiers eux-mêmes sont réduits à manger les victuailles destinées aux soldats et trouvent cette réduction si rude qu'ils ont peine de s'y accoutumer, signale Beaufort. Cela cause quelques petites crieries parmi eux. Les couchages rudimentaires, la faim mal satisfaite et la chaleur moite des nuits d'été africaines rendent difficile la quête du sommeil. Aucun repos continu n'est possible avec les myriades de moustiques, plus redoutés peut-être que les berbères, qui à la fin du jour montent du marécage, dont les émanations pestilentielles, poussées par le sirocco, empoisonnent le camp. Les malades sont de plus en plus nombreux. Fièvre et dysenterie font des ravages. L'hôpital de campagne installé dans l'enceinte de la ville de Gigery est surchargé. Des blessés ont pourtant été évacués à bord du premier convoi parti pour la France ou sur les quelques barques qui, tour à tour, ont quitté Gigery. On manque tout de même de médecins et les médicaments se font rares. Dans certaines unités, les effectifs en hommes comme en officiers commencent à être dangereusement réduits. La maladie frappe aussi les officiers généraux. Vivonne et Gadagne sont les premiers touchés. Depuis l'appareillage de Minorque, aucun courrier non plus n'est parvenu de France. Les hommes attendent des nouvelles de chez eux. Quant à Beaufort, Clairville, Gadagne et les autres officiers généraux, ils sont impatients de recevoir des ordres du roi. Les conditions de vie déplorables, cette attente dont on ne sait quand elle finira, l'enfermement dans cet espace restreint sape le moral des troupes. Combien de temps cette campagne va-t-elle encore durer? Quelle sera la suite des événements? Pourquoi les morts se manifestent-ils si peu ces derniers temps? Attendent-ils des renforts? Les Turcs viendront-ils au secours des morts? Va-t-on enfin recevoir des vivres frais, des munitions, des renforts et de la cavalerie? Une relève est-elle prévue ou faudra-t-il passer l'hiver à Gigery? Dans quelles conditions? Chacun s'interroge, personne n'a de réponse. Les volontaires, désespérés de ne pouvoir se distinguer, se demandent s'ils n'auraient pas dû suivre l'exemple de ceux des leurs qui sont partis avec le premier convoi pour Toulon. Entre les officiers généraux, les relations se tendent chaque jour un peu plus. Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du camp sont source de sérieux conflits. Chacun campe sur ses positions. Clairville maintient que les fortifications actuelles sont largement suffisantes pour faire face à ces hordes de barbares indisciplinés et inorganisés. Cette position exaspère Gadagne. Je suis surpris, écrira-t-il plus tard au roi, que l'on ait eu la hardiesse de vous mander, sire, que les fortifications étaient les meilleures du monde. Ceux qui vous l'ont mandé ne s'attendaient pas de demeurer en Afrique. Et ils étaient persuadés que l'affaire ne les regarderait plus quand ils en seraient dehors. Beaufort soutient Clairville et, prétextant qu'il attend les ordres du roi, il ne prend aucune décision pour renforcer les retranchements ni aucune autre initiative. Le duc s'est depuis peu laissé aller à une de ces crises d'inertie qui, chez lui, succèdent souvent à ces phases coutumières d'activité débordante et de surexcitation. Ce défaut de caractère est bien connu de l'entourage de Beaufort et de la cour, et Colbert n'hésitera pas, 2 ans plus tard, à lui en faire le reproche. Aussi, depuis quelques jours, rares sont dans le camp ceux qui ont aperçu le duc. Après l'activité intense de ces premières semaines, le corps expéditionnaire, à l'image de son chef, sombre doucement dans une léthargie entretenue par le soleil d'Afrique.
et chacun continue d'attendre. Sidi Mohammed, le marabout de Gijri, prêche la guerre sainte. Si actuellement les Berbères de Gijri se montrent moins entreprenants qu'au cours des premières semaines, leur chef, le marabout Sidi Mohammed, n'en est pas moins actif. Par les conseils de cet homme, rapporte Pélisson, les morts virent à peine nos travaux commencer que de leur côté, comme ils avaient en abondance les matériaux que nous n'avions qu'à demi, ils opposèrent à notre tour un ouvrage plus grand et meilleur sur ces montagnes les plus hautes où ils s'étaient retirés et le couvrirent le mieux qu'il leur fut possible contre notre batterie de la petite montagne du Marabout. Cet ouvrage sur le Djebel Ayouf domine effectivement toutes les lignes françaises. Maintenant que ces forces ont toutes été mobilisées, Sidi Mohammed prêche parmi les tribus de Grande et Petite Kabylie la guerre sainte contre l'envahisseur chrétien. Défenseur de l'islam, il ne craint plus de contacter les tribus traditionnellement rivales de Kouko et des Beni Abbas. Il mettait tout en œuvre, écrit Pélisson, pour animer les Berbères à la défense de leur pays, les raisons et l'exemple, l'imposture et la vérité. Tantôt les maladies et la disette d'y vivre nous devaient détruire en peu de temps et laisser à leur merci toutes les richesses de l'Europe dont le camp était rempli. Tantôt les morts que nous avions privés de leur tombeau aussitôt qu'ils auraient obtenu du ciel la permission de se venger étaient seuls capables de nous chasser d'Afrique. Tantôt leur prophète lui était apparu et lui avait promis de faire fondre nos boulets en l'air comme de la cire, descendant lui-même avec des armes invisibles pour combattre au milieu d'eux. Ali, le roi de Kouko, puis le Mokrani, chef des Beni Abbas, acceptent de joindre leurs troupes à celles de Gijri. Effectivement, en ce milieu du mois d'août, les Français observent une activité intense sur la crête du Djebel Ayouf. Non content de ce premier succès, Sidi Mohammed se tourne maintenant vers Mohammed Bey Ben Farhat, qui, au nom des Turcs, gouverne la région de Constantine tout en demeurant très indépendant du divan d'Alger. Ben Farhat rejoint à son tour la guerre sainte. En revanche, les négociations avec les Turcs d'Alger sont plus difficiles, car les alliés kabyles de Sidi Mohammed craignent une occupation définitive de leur pays par les Turcs et refusent pour l'instant d'autoriser les troupes d'Alger à pénétrer sur leur territoire. Le combat du 22 août. Fort de son soutien que viennent de lui apporter ses frères de religion, Sidi Mohammed décide de surprendre les Français. Dans la nuit du 21 au 22 août, il dispose un grand nombre de ses hommes en embuscade autour du camp français. Peu s'en fallut, raconte Pélisson, qui ne surprissent et ne défissent les nôtres, qui sortaient le lendemain matin en nombre de 600 hommes commandés pour aller au Fascine et à l'eau. Gadagne et Vivonne, tous deux malades, mais qui feignaient de se bien porter, pour commander cette action, faillirent à demeurer entre les mains des ennemis, leurs chevaux ayant été tués sous eux. Le combat dura 6 heures avec une ardeur égale, mais avec plus d'avantages à la fin, pour nous que pour les ennemis. Les gardes de Gadagne, voyant leur maître en péril et leur lieutenant tué, se signalèrent à délivrer l'un et à venger l'autre. 2 capitaines du régiment de Normandie, Cadier et Cadillon, s'y firent admirer à l'envi. Le premier fut emporté à la fin comme mort, avec un grand coup de mousquet dans le corps. Le second, plus heureux alors, mais réservé à une occasion assez prochaine, repoussa 2 fois les morts, en tua de sa main 3 des plus remarquables, et fit emporter 6 de leurs corps dans le camp avec une grande quantité de saguets, d'escarcines et d'autres armes de ces barbares comme pour trophée. Le marquis de la Châtre, considérable par sa qualité et par son mérite, y fut blessé d'un coup de mousquet dans les côtes, dont il mourut peu de jours après en sa 30e année. Le propre jour de Saint-Louis, son patron, comme il assurait lui avoir été annoncé par les astrologues, vanité, commente Pélisson, qu'on ne cessera jamais ni de condamner ni de suivre. Ce récit ne signale pas la présence de Beaufort à la tête des troupes ce jour-là. Sans doute est-il encore plongé dans sa torpeur mélancolique. Mais la mort du jeune marquis de la Châtre touche profondément le duc. Son désir de vengeance va lui redonner cette vigueur qui depuis quelques jours lui fait défaut. Lui de la Châtre,
maître de camp de cavalerie, volontaire auprès de Beaufort pour se battre en Afrique, était en effet le fils d'Helm de la Châtre, colonel des Suisses, un ancien et grand ami du duc qu'il avait autrefois rejoint dans la cabale des importants et qui, 19 ans plus tôt, était mort à ses côtés pendant la fronde. L'attaque de la tour le 24 août. Les Berbères, répondant de plus en plus nombreux à l'appel de la guerre sainte, sont bien décidés à ne pas rester sur cet échec. Ils savent le moral en baisse dans le camp français. La désertion de quelques soldats chrétiens en constitue la preuve. Ils connaissent la faiblesse de la tour construite sur le Djebel el-Korn, ouvrage bas et mauvais pour avoir été fait à la hâte et par défaut de matériaux. Ses dimensions ayant été délibérément réduites par Clerville, elle n'abrite qu'une faible garnison de 45 hommes sous les ordres du chevalier du Tranché. Pour les morts, s'emparer de la tour serait franchir un pas important vers la victoire. Les 4 pièces d'artillerie de faible calibre dont ils disposent sont pour l'instant installées sur le Djebel Ayouf, dont elles ne peuvent, en raison de leur faible portée, atteindre les lignes françaises. Mais si les morts avaient la possibilité de les mettre en batterie sur le Djebel el-Korn, elles domineraient alors le camp français et seraient suffisantes pour le dérober et pour chasser d'Afrique les troupes de Beaufort. Le 24 août, le sirocco souffle toute la journée. Le ciel est bas, l'atmosphère humide. Dans le milieu de la nuit, un épais brouillard tombe sur la côte. Des centaines de Berbères se faufilent à travers le maquis jusqu'au pied du Djebel el-Korn. Peu avant le lever du jour, sur ordre de leur chef, les morts jaillissent brusquement comme des diables. Avec des cris féroces, ils se ruent à l'assaut de la colline. Mais les Français sont munis de grenades, armes nouvelles pour les Berbères qui en méconnaissent encore l'effet dévastateur. Stoppés dans leur premier élan, les assaillants refluent. Mais raconte Pélisson, ils reviennent un moment après avec plus d'ardeur, au son des hautbois et des musettes, et comme ils sont accoutumés à grimper sur les rochers, ils emploient seulement pour échelle tout ce que le hasard leur présente de grosses pièces de bois qu'ils dressent contre le mur, et enfin leur propre corps, montant jusqu'au parapet les uns sur le dos des autres. Par les meurtrières et les machicoulis qui garnissent la tour, les morts pointent leurs mousquets à l'intérieur de l'ouvrage ou lancent leurs saguets avec une adresse extrême. Par une de ces ouvertures, du Tranché reçoit un coup de mousquet sur les reins. Hors du combat, sans souffrir qu'on l'emportât ailleurs ou qu'on travaillât à le secourir, et sans s'étonner de sa fin prochaine, couché sur un matelas, il appelle un ancien et fidèle domestique et lui fait jurer en secret qu'il mettra le feu aux poutres si l'on a le malheur d'être forcé par un ennemi dont on ne peut espérer de quartier. Puis, résolu de mourir en faisant la charge, il continue de donner des ordres et animer les siens jusqu'à ce que le sang et la voix lui manquent en même temps. Le sergent qui prend la suite du commandement est presque aussitôt mortellement touché. Une bonne partie des soldats sont tués ou blessés. Les appels de survivants ne font qu'attirer de nouvelles vagues d'assaillants. La situation semble d'autant plus désespérée que dans les lignes françaises, on n'a pas mesuré assez tôt l'importance de l'attaque. Finalement, à la tête d'un détachement de 400 hommes fortement armés, le général de la Guillotière sort du camp et contourne la colline par le sud pour prendre l'ennemi à revers. Il tombe avec beaucoup de vigueur sur les infidèles, les obligeant enfin à se retirer, mais à regret, sans faiblesse et sans désordre. 2 lieutenants et de nombreux hommes des régiments de Picardie et de Navarre sont tués au cours de l'engagement. Le lendemain, pour succéder au chevalier du Tranché, Gadagne désigne Cadillon, celui-là même qui s'est illustré au cours du combat du 22 août. Le général constitue une nouvelle garnison de 45 soldats d'élite, choisis parmi tous les régiments présents à Gigery. Cadillon fait réparer les dégâts subis par la tour et en renforce les protections. Persuadé que la terreur en pouvait être la principale défense, rapporte Pélisson, il fait dès l'entrée, et à l'exemple des morts, couper par quartier 14 de leurs morts qui n'avaient plus emporté et en attache les têtes au plus haut de la tour. Ce spectacle très affligeant pour eux
car leur inhumanité ne les empêchait pas de sentir et de détester la nôtre. Après les avoir retenus pour quelque temps, ne fit enfin que redoubler leur fureur. Cette attaque, portée par plusieurs milliers de combattants berbères, a échoué, mais elle n'en est pas moins un avertissement sérieux pour les Français. Les tribus kabyles, maintenant unies et mobilisées, n'en resteront pas là. Pour Gadagne, il est urgent de renforcer les défenses du camp. Il s'inquiète particulièrement des deux méchantes redoutes qui constituent la position la plus avancée des lignes et qui, affirme-t-il, tremblent l'une et l'autre jusqu'à leur fondement au moindre coup de canon. Clerville lui rétorque qu'il ne suffirait que des blanchisseuses de l'armée pour les garder. L'hostilité ouverte entre les deux hommes rend maintenant impossible tout rapprochement de leur point de vue. 3 semaines plus tard, la Gazette de France, se voulant aussi rassurante que M. de Clerville, minimise les menaces que font peser les morts sur les camps français. Elle conclut le récit de l'attaque de la tour en affirmant « Nos troupes sont bien retranchées et en si bonne posture que les ennemis, qui n'en sont éloignés que d'une lieue, n'ont encore osé les venir attaquer encore. » La Gazette réduit ainsi le rude combat du 24 août à une simple escarmouche, alors que les Berbères ont engagé plusieurs milliers d'hommes et ont frôlé la victoire qui aurait été alors probablement définitive. Lundi 25 août, jour de la Saint-Louis, le marquis de la Châtre et le chevalier du Tranché meurent tous deux au matin. Ce même jour, plusieurs barques appareillent pour Toulon. On évacue les blessés les plus graves, ceux pour lesquels on n'a plus d'espoir de les renvoyer au combat. Clerville et Charuel profitent du convoi pour adresser de nouvelles demandes à la Guette et réclamer avec insistance ce qu'ils ont noté dans leurs précédents mémoires. Clerville signale qu'il tente de faire cuire de la chaux sur place. Quant à Beaufort, il renouvelle inlassablement ses demandes de renforts, de chevaux, de munitions, de vêtements et ses plaintes sur l'insuffisance et la mauvaise qualité des vivres. Gadagne, désespérant de se faire entendre par le duc et par Clerville, et soucieux d'obéir aux consignes que Louis XIV lui a données avant son départ, rédige une lettre au roi pour lui faire part de ses inquiétudes. Contrairement à ses 3 précédents courriers arrêtés par Beaufort, celui-ci va parvenir au souverain. Nous ignorons son contenu, mais la réponse du roi révèle la forte impression que cette lettre lui a faite et combien elle a influencé ses décisions. Le 1er septembre, une autre barque appareille pour Toulon. Clerville adresse un nouveau courrier à la Guette pour l'informer que, faute de pierres adéquates et surtout de bois pour la cuisson, il renonce définitivement à fabriquer de la chaux sur place. Il en réclame d'urgence et profite de ce courrier pour allonger encore la liste de ses demandes. L'arrivée du premier ravitaillement. Mardi 2 septembre, la Françoise, la Victoire, le navire de Noli et les 4 barques, porteurs des approvisionnements tant attendus en vivres frais, en munitions et en vêtements, pénètrent dans le port. Des clameurs de joie montent dans le camp de Gigery et le navire en rate. Voici enfin les premières nouvelles de France. Monsieur de Loreil remet au duc de Beaufort la lettre que le roi lui a écrite le 18 août. 6 semaines se sont déjà écoulées depuis la prise de Gigery et la situation y est moins satisfaisante qu'on aurait pu l'espérer. Seul Clerville conserve encore un optimisme inébranlable. La joie exprimée par le souverain a aujourd'hui quelque chose d'anachronique. Beaufort réagit mal à la missive royale. Il y trouve les remontrances aussi sévères que l'éloge discret. Comment le duc pourrait-il ne pas se sentir profondément humilié lorsque le roi lui demande de ne pas prendre garde à des nouvelles bagatelles qui sont au-dessus de lui? Beaufort est blessé dans son orgueil. Il est d'autant plus touché que le roi lui indique que c'est par d'autres que lui qu'il détient les informations sur la situation véritable du camp de Gigery et sur la discorde qui règne entre les officiers généraux. Alors que Beaufort a toujours soutenu la cabale montée contre Gadagne par ses fidèles, c'est lui maintenant qui se présente comme victime d'un complot fomenté par Gadagne et Vivonne.